une première question à laquelle je vais répondre, qui nous vient de Mathieu de Bretagne, qui est militant et auto-entrepreneur, et qui nous dit « J'ai un peu d'argent de côté, je veux l'utiliser pour l'intérêt général et mon intérêt individuel. Je ne sais pas comment faire, ne sachant pas ce qui va se passer dans les 8 prochains mois qui viennent. Comment puis-je maintenant concilier l'intérêt général et mon intérêt individuel ?» Je crois que c'est une très bonne question, dont la réponse fait peu de doute. Je pense néanmoins pour y répondre, la première, c'est qu'il n'y a pas... L'intérêt individuel, il est dans l'intérêt général, et les deux choses ne sont pas des choses séparées. Et la question justement qui les réconcilie, c'est l'engagement. Et pour vous dire concrètement pourquoi on parle d'argent, qui n'est pas vous arracher un bras, mais qui est de mettre en commun quelque chose qu'on a pour une œuvre collective. Par exemple, aujourd'hui, par rapport à la question sur de ce qui est en train de se passer en Syrie, de la position de la France, dès que cette crise a à nouveau éclaté, on a fait un communiqué, on allait le distribuer autour de toutes les institutions françaises, à l'école militaire, au Quai d'Orsay, un peu de partout dans tous les endroits importants. On l'a envoyé à tout le monde, à vous, à tout notre réseau, pour que ça soit circulé. Ça a eu un certain impact. Il y a une déclaration de Jacques Cheminade aussi qu'on a fait circuler de partout. Maintenant, vous avez vu depuis hier en ligne, on a cette interview avec le général Henri Paris qui prend une position assez forte pour mettre en garde l'Élysée sur ce qu'il est en train de faire par rapport à cette situation stratégique globale. Ça, c'est les actions qu'on est en train de mener, dans lesquelles vous êtes engagés. Et on a besoin de moyens pour les mener. Cet été, Jacques parlait des vœux, parlait de cette réunion franco-allemande d'élus franco-allemands à Hartzwiller. On a fait cette conférence internet aussi, vraiment pour défoncer la réforme bancaire de Pierre Moscovici, parce que c'est un acte de trahison total. Et face à ça, nous, on a une proposition de loi. On était à La Rochelle pour aller confronter ces gens-là, pour leur passer la proposition de loi et les remuer. On avait eu des réactions assez intéressantes d'ailleurs à la base, notamment d'élus. On a fait la même chose au Front de Gauche, à Grenoble, il y a 2 semaines, au MRC la semaine prochaine. Bon, ça, c'est un exemple des actions qu'on est en train de mener derrière ces idées-là. C'est-à-dire qu'il faut les incarner en actes. Et ça a un coût. Là, les 2 gros coûts qu'on a devant nous, par exemple, la première, vous êtes tous au courant qu'on s'est fait piquer 170 000 euros au mois de février, grâce à Manuel Valls, qui est pour la politique sécuritaire contre la petite délinquance, mais contre la délinquance financière. Quand on l'a vu à La Rochelle, il avait absolument rien à dire. Ouais, il est peut-être un peu timide. Pour remédier à cette injustice, vous savez qu'on a eu une procédure judiciaire depuis plusieurs années, et là, on fait un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Donc ça, c'est une procédure qui coûte minimum 7 000 euros. Parce qu'un bon avocat, en dessous de 400 euros, ça n'existe pas. 400 euros par heure. Sinon, en fait, vous avez perdu, c'est même pas la peine d'y aller. Donc ça, c'est les coûts réels de se battre pour la justice, et en plus, c'est assez intéressant parce que ça a un impact. Ça provoque un débat dans les institutions françaises, le fait même qu'on pousse simplement en utilisant la justice parce qu'on y a droit et pour défendre nos droits. Donc ça a un coût. Et surtout, beaucoup d'entre vous dans cette salle sont adhérents ou vont l'être dans l'heure qui suit. On organise l'Assemblée Générale de Solidarité et Progrès, donc 2013. Je vous le dis déjà en avance, ça sera le 16 novembre. L'invitation officielle sera envoyée lundi, donc tout le monde l'aura et à ce moment-là, ça sera officiel. Mais je peux vous le dire, ça sera donc le samedi 16 novembre à Paris. Il y aura aussi des ateliers le dimanche 17. Ça, une assemblée générale, rien que le coût de la salle, c'est 5 000 euros. Donc, et pourtant, c'est un événement politique qui va être capital du point de vue de vous, militants, mais aussi du point de vue de notre intervention politique. Parce qu'on prépare une petite surprise pour le matin, un événement public, je pense, qui sera à la hauteur de tout ce qu'on a fait jusque-là, mais pour se propulser ensemble plus loin. Donc voilà, ça c'était un peu pour vous dire pourquoi la question de l'argent n'est pas sale et pourquoi elle est importante. Maintenant, je vais passer à la deuxième question qui sera donc la première. Je voudrais ajouter quelque chose à la première. Oui. Je dirais à Mathieu qu'il réalise que l'intérêt personnel, l'intérêt général et l'engagement personnel sont une seule et même chose. Et que pour ça, il ne doit pas perdre la tête et que pour la garder, il faut retrouver son esprit, sa capacité de création, avec la passion de lire, de comprendre, d'organiser, d'éduquer l'autre et d'être
présent dans le futur. En allant aussi loin que sa compréhension du monde le permet, ou qu'il soit capable de la penser, sans aller plus loin, mais non plus sans se dérober. C'est-à-dire être inspiré de l'intérieur, honnêtement, et de suivre son inspiration avec courage, détermination, et sans se soucier du qu'en dira-t-on et des commentaires des autres, et ne pas être mu par une pression extérieure. Jamais. Donc, entretenir en soi cette passion intérieure. Alors donc, pour la première, ou enfin la deuxième question, que je trouve assez marrante, et qui est en tout cas intéressante, c'est Madame Mousseau de Nantes, qui nous l'a envoyé, je précise, à 20h47, au moment où on parlait des cathédrales, qui dit « Il est 20h47 et vous n'avez pas encore abordé le problème de la Syrie. On est au bord d'une grave crise et vous nous montrez une cathédrale. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Madame, vous devez suivre le programme depuis le début. Vous n'avez pas écouté. Si vous êtes comme tous les Français, vous n'écoutez pas. Et c'est un défaut terrible dans ce pays de vouloir conclure sans écouter, sans réfléchir. J'ai parlé de la Syrie au départ, vous êtes tous témoins. Et la Syrie, évidemment, c'est pas simplement s'opposer à la guerre, être pour la paix. C'est vraiment établir les conditions de la paix, ce que j'ai dit pour l'avenir. Et tout ce dont j'ai parlé est lié à l'idée de paix, à l'idée de ce qu'on peut faire avec la paix, ce qu'on peut en faire. Alors, que ce président de la République, avec son droit de punir et sa responsabilité de protéger, soit dans la tromperie juridique, qu'il soit victime du trio Valls, Fabius, Moscovici, oui, mais il faut le dire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut, si on est vraiment engagé à arrêter ce qui se passe en Syrie, faire soi-même des choses que jamais on n'aurait pensé faire auparavant, de s'engager, et de réfléchir surtout, et de réfléchir à pourquoi, dans une brève existence humaine, c'est que du point de vue de la transcendance, que vous pouvez changer et intervenir à un niveau plus élevé qui peut, dans l'histoire, faire que vous laissiez quelque chose aux générations futures. Et c'est ça, relativement, l'immortalité. C'est laisser quelque chose aux générations futures. Alors oui, il y a urgence, il y a un danger de guerre, ça peut dégénérer en guerre thermonucléaire, mais la question fondamentale, c'est de montrer aux gens ce qu'on peut faire avec la paix, et au nom de ce qu'on pourra faire avec la paix, oui, ils s'opposeront à la guerre et l'empêcheront. Et on créera une pression très grande partout. C'est la même pression qu'on va vous faire monter à partir des vœux avec le Glass-Steagall. Alors, on va prendre maintenant des questions de la salle. Voilà, donc il y a la première qui a levé la main, voilà. Les audacieux l'emportent toujours. Bonsoir, Leïla Benmafoud, étudiante en physique fondamentale. Moi, je voulais vous poser une question un peu d'ordre général. Donc, je ne vais pas remettre le fait qu'il fallait faire un Glass-Steagall, ni créer un système de crédit public, admettons. Mais je voulais vous dire que... c'est plutôt sur la limite de ce que vous défendez. Vous êtes contre le capitalisme financier, mais pas contre le capitalisme industriel. On pourrait répondre qu'on peut combattre l'un sans combattre l'autre, parce que la finance et l'industrie, c'est pas la même chose. Or, la finance et l'industrie sont engendrées par le même principe, sont régies par le même principe, qui est celui de faire un maximum de profit. Et je voulais savoir, par conséquent, pourquoi vous ne remettez pas en cause ce principe ou ce dogme, aussi bien dans la finance que dans l'industrie. Donc je vais poser aussi une petite question, j'ai déjà posé à quelques camarades ici, j'ai pas eu de réponse satisfaisante, j'aimerais aussi avoir votre avis. C'est vrai que la finance, c'est le gain à court terme, et l'industrie, c'est le gain à long terme. Or, dans un système de crédit public, même si on a une vision sur le long terme, qu'est-ce qui empêcherait un patron de licencier ? Parce qu'il peut voir qu'en licenciant un peu à droite, un peu à gauche, sur le long terme, on peut faire des profits. En ce qui concerne aussi la guerre en Syrie, c'est vrai que c'est bien d'avoir la main mise sur les pays arabes, de démanteler les pays arabes pour ensuite s'attaquer à l'Iran. Mais c'est aussi bien d'avoir la main mise sur ces pays
pour avoir la mainmise sur les matières premières, le pétrole, et ensuite engendrer plus de profits. Donc, créer les conditions de la paix, c'est pas aussi changer de système financier comme de système industriel, et c'est le capitalisme en général. Voilà, je voulais vous poser cette question. Merci. Oui, d'abord, le Glass-Steagall. Ce n'est pas une question secondaire parmi d'autres qu'on peut situer comme une tranche de saucisson parmi les différentes tranches d'un saucisson. C'est une question absolument fondamentale, et quand on veut frapper l'ennemi, on lui tire une balle dans le cœur, pas dans la jambe ou dans les bras. Donc le Glass-Steagall, c'est la balle dans le cœur. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas comment fonctionne l'économie à notre époque. Première réponse. Après, le capitalisme financier et le capitalisme actuel. Moi, je n'aime pas le mot capitalisme. Je pense qu'on est dans une société de féodalisme et d'oligarchie qui exerce son pouvoir à travers des réseaux financiers et marchands depuis très longtemps dans l'histoire, et qui maintenant, dans une période comme celle-ci, l'exprime de façon particulièrement féroce, parce qu'on est dans une situation où elle ne peut plus exercer son pouvoir par des méthodes, entre guillemets, libérales, et qu'elle doit passer à des méthodes policières. Et dans ce cas-là, dans cette situation-là, il faut unir toutes les forces qui peuvent s'opposer à ce passage. C'est ce qu'on appelle une résistance. Et de ce point de vue, il y a une tradition qui est une tradition de Jaurès dans le Parti socialiste, et qui n'a rien à voir avec la plupart de ses dirigeants actuels, hélas. Dans le Parti communiste, il y a une tradition qui est celle de la construction d'État et d'une certaine volonté d'avoir une société dans laquelle chacun peut arriver de la même façon que tout autre. Ce courant dans le Parti communiste, qui a été exprimé par Chassaigne assez bien à l'Assemblée nationale dans le discours sur la Syrie, est très important. Il y a un courant gaulliste qui est le refus de l'oppression, de l'occupation de ce qui est inadmissible, et il y a un courant qui est celui du parti d'un certain radicalisme français, de Pierre Cotte, de Mendès France, de toute une série de personnes qui se sont retrouvées dans la résistance. Jean Moulin en était, c'était un radical d'origine. Il l'était peut-être plus quand on l'a assassiné, mais il l'était à l'origine. Et je dirais le christianisme social avec ce qu'il représente. Alors, ces forces, si elles s'unissent, doivent s'unir devant quelque chose que jamais les industriels d'aujourd'hui ou les gens qui dominent le CAC 40 seront capables de mettre en place. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'en effet, si vous regardez Paribas, la banque BNP Paribas, dans les sociétés du CAC 40, elle a des représentants dans la moitié des conseils d'administration. Donc ça montre bien par où ça communique. Et c'est là que cette oligarchie exerce son pouvoir, à travers tout le système. Mais le combat passe par l'explication, la compréhension de ce qu'elle représente et de ce qu'elle est. Ça ne peut pas être tel ou tel petit combat dans lequel on perd ses énergies par rapport au combat principal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre ses retraites, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre son salaire, bien sûr. Mais il faut bien voir ce qui est capable de créer ensemble une société où on peut éliminer ce monde de la City de Wall Street et ce monde également de tout ce qui lui a été lié au cours du 19e et du 20e siècle. Alors, c'est pas au sens capitalisme veut dire qu'on crée un capital avec une propriété et qu'on exploite éventuellement les gens avec des choses qui sont existantes, concrètes et qui ont une certaine valeur sociale qu'on accapare. Là, on crée des choses qui n'ont plus aucune valeur sociale, qui sont destructrices, et on gère une destruction. C'est une destruction qui prétendent pouvoir contrôler et qui sera incontrôlée. Donc c'est là qu'il faut faire un front commun contre cela. Je dois dire que
dans un moment de lucidité. Avant la guerre, Trotsky avait élaboré en 1938 un fameux programme de transition qui demandait ce front commun. Ce programme était tout à fait imparfait, mais l'idée de ce front commun était nécessaire. Aujourd'hui, elle est tout aussi nécessaire. Et ce que De Gaulle a fait dans la résistance, il a regroupé des gens, mais extrêmement différents. Et le drame de la résistance, c'est que Jean Moulin, dénoncé par des résistants, qui voulaient empêcher le lien entre De Gaulle et la majorité de la résistance, les différentes forces de la résistance, on a envoyé Jean Moulin à la mort pour empêcher cela. Et après, il n'y a plus cette possibilité de former un parti de la résistance. Alors les uns résistants me diront, oui, c'est parce qu'il y avait le système capitaliste qui l'empêchait. D'autres me diront, et je l'ai entendu à Saint-Marcel, c'est parce qu'il y a Staline et le système stalinien communiste qui l'empêchait. Moi, je crois qu'il y a des moments de l'histoire où rien ne peut empêcher les forces déterminées, lucides, et qui sont rassemblées autour de quelque chose de fondamental. Le Glass-Steagall et le crédit public, c'est ça. Et derrière, j'ai voulu montrer tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce soir, pour vous montrer que toutes ces choses appartiennent au peuple. C'est par le peuple, pour le peuple et du peuple. Donc ces choses, cette histoire, cette culture appartiennent au peuple et pas à une élite. Et en France, elles sont, comme dans la plupart des pays du monde, elles sont aux mains d'une élite, et beaucoup plus qu'elles ne l'étaient dans les années 1945, 50, 60, 70, où il y avait encore Jean Vilar et le théâtre populaire, où il y avait les jeunesses musicales de France, où il y avait l'effort des maisons de la culture de Malraux, ce qui restait de Léo Lagrange. Il faut connaître cette histoire-là. On ne peut pas parler en l'air de ces choses-là. On ne peut pas parler en idéologue. Et un des grands problèmes de cette extrême gauche en France, c'est qu'elle parle en idéologue, elle ne parle pas à travers... Elle parle en rapports sociaux, en rapports qui concernent des institutions ou des forces, et elle fait parfois des analyses critiques qui sont très justes et que je partage, mais elle est incapable de penser de ce que les hommes peuvent construire ensemble. Et ça a été le grand problème de la résistance, après la résistance. Les gens ne pensaient pas à ce qu'ils pouvaient ou voulaient construire ensemble. Et je vois le discours de Gaulle à Lille, où il dit « il faut une économie dirigée ». Quand on voit la façon dont De Gaulle présente une économie dirigée, aujourd'hui, il serait quelque part, je ne sais pas où, à l'extrême gauche. Par rapport à ça. De Gaulle disait « je n'aime pas la gauche parce qu'elle n'aime pas la nation, et je n'aime pas la droite parce qu'elle aime l'argent. Elle est du côté de l'argent. » Pas tout à fait ce qu'il disait. Il disait « je n'aime pas la droite parce qu'elle n'aime pas le peuple, et je n'aime pas la gauche parce qu'elle n'aime pas la nation. » On est plus près de la réalité. C'était quelque chose de cette nature. Donc, c'est à certains moments de l'histoire... quelqu'un engendré dans l'histoire d'un pays devient un représentant, parfois en dépassant ce qu'il pensait lui-même au départ, devient un représentant de peuple et de ce que représente le peuple. C'est ce qu'était De Gaulle dans la Résistance, c'est la lettre de Blum à Roosevelt le lui expliquant. C'est quand Grenier, le communiste, est venu à Alger et s'est rallié au général de Gaulle. Il faut comprendre ces choses-là, il faut les vivre, il faut les avoir vécues et pensées. Sans ça, on parle en l'air. Et c'est très important d'avoir ce sens de l'histoire vivant en soi. Quant à la guerre en Syrie, vous êtes beaucoup trop optimiste. Vous pensez que c'est pour la mainmise sur le pétrole et les matières premières. Non, c'est bien pire. C'est pour créer une situation de guerre dans laquelle ces gens se tueront entre eux et qu'on détruira la population humaine. C'est bien pire. Vous avez encore une analyse très optimiste, je dirais, en pensant cela. Disons, vous ne réalisez pas à quel point de l'histoire on est arrivé et à quel point ces gens sont devenus destructeurs et à quel point toutes les forces qui peuvent leur résister doivent faire ce qu'elles peuvent pour empêcher qu'ils sévissent. Alors, plus favorable à une politique où chacun puisse développer ses pouvoirs créateurs, où chacun puisse s'associer pour les développer et où tous soient égaux dans cet effort, que moi, je pense, ou que notre mouvement, on ne peut pas trouver. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes pauvres et, disons, très souvent
insatisfait de l'être, mais fier de l'être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. 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 Je suis Kim, étudiant en mathématiques fondamentales. Voilà, donc je vis déjà dans une vie depuis très longtemps, ça fait 10 ans. J'ai une vie associative, une vie sociale dans plusieurs domaines. Et ce que j'ai peur de passer le pas d'être militant à Progrès et Solidarité, pourtant j'adhère à vos idées parce que j'ai voté pour vous. Je ne l'ai pas dit fort dans la rue là-bas quand Arnaud est venu à Bourg-la-Reine, mais j'ai voté pour vous. Et ceci dit, j'ai le sentiment, moi, de manque par peur ou par manque de confiance d'exprimer mes idées aux paroissiens ou aux membres des associations par peur de représailles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je veux bien être militant et de participer aux réunions et de distribuer des tracts, mais est-ce qu'il n'y aura pas des représailles? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de mes craintes. Dans la société actuelle, personne ne peut garantir que l'on soit protégé. Au moins, vous serez écouté. Ça, depuis que Snowden a révélé ce qu'il a révélé, vous savez que préparant ce type d'état policier qui conçoivent, qui relève surtout de la manipulation, dans un premier temps, des esprits par l'information déformée, la société des écrans et tout ça, qu'il y a en place déjà le Big Brother, c'est-à-dire ce qui peut écouter tout ce que vous faites au téléphone, tout ce que vous faites sur Internet, toutes vos communications. C'est une société où la transparence, comme on dit, a été accaparée par les mains de quelques-uns et qui détiennent de ce point de vue un pouvoir de chantage énorme. Donc, qui n'exercent pas tant qu'on n'est pas dangereux. Dès que vous devenez un peu dangereux, ils exercent ce pouvoir de chantage. Donc là, vous devez décider, est-ce que vous avez plus peur du monde vers lequel il nous porte ou des problèmes individuels que vous pouvez avoir ici ou là à cause d'eux aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans une vie associative que vous avez, il faut la continuer. Mais il faut élever le débat, il faut le pousser et, si possible, avoir une discussion qui, je ne sais pas, en sachant bien, ne remettez pas en cause l'emploi que vous avez et ce que vous faites. Mais vous pouvez, disons, devenir inspirateur et inspirer les gens, c'est la meilleure protection que vous avez contre leurs représailles. C'est-à-dire leur faire un bout de chemin sur ce que pourrait devenir cette société avec tous les moyens dont on dispose. Pensez l'informatique mise au service de la production, d'une politique de l'espace, d'une politique de développement du tiers-monde. Pensez à la remise à eau au Mali des lacs de la Faguibine ou des lacs du Nord. Pensez, il y aura 3 milliards 200 millions pour le Mali et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. C'est une somme assez considérable et j'ai très peur que cette somme parte dans tous les sens. Elle est déjà dépensée. Elle est déjà dépensée en quoi? Dans la guerre, dans l'établissement de... Oui, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'elles doivent être dépensées dans l'équipement, dans des barrages, il faut draguer le Niger pour que les eaux puissent mieux circuler. Il faut probablement amener les eaux d'autres fleuves autour du Niger pour que toute cette société puisse continuer. Et surtout les lacs de la Faguibine, qui sont des lacs qui sont asséchés aujourd'hui, autour desquels il y aurait des horticulteurs, généralement des horticultrices, parce que c'est des femmes qui faisaient ça, où il y aurait toute une politique où on ne serait plus une ou deux chèvres, mais un troupeau d'autres choses que des chèvres qui ont pour problème de manger et de détruire tout ce qui est vert autour, d'avoir en même temps une politique de pêche. La politique de pêche est encore, dans le Niger même, une ressource, mais si on
si on réussit à remettre en eau ces lacs-là, et tout est là, les formes sont là, il faut creuser un peu et mettre l'eau. À ce moment-là, on a les pêcheurs, les horticultrices et les éleveurs ensemble qui forment une future société dans laquelle, en une ou deux générations, on oubliera qu'on est de telle ou telle ethnie plutôt que d'une autre. Donc, mais il faut commencer. Comme dans tout, il faut commencer. Et c'est là que les pays dits occidentaux ne le font pas. Et c'est là que est en train de se signer l'échec de l'intervention française au Mali. Si cette politique-là n'est pas mise en place, on dit le nouveau dirigeant, il a un joli costume, il est tout brillant, il a des décorations, des médailles, il est impressionnant. Mais si cette somme est déjà dépensée, s'il n'y a pas les moyens de développer le pays, la guerre est fatale, parce que quand il n'y a pas les moyens de vivre ensemble, de se développer ensemble, on a une politique de guerre, fatalement. Et il faut ajouter une chose, c'est que les services qu'ont rendus les Américains dans ce qui a été fait par nous autres au Mali, c'est une partie des raisons pour lesquelles on repasse le service à Obama en Syrie. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Donc il y a bien une conjonction de choses. Et c'est la même chose, si vous regardez l'économie, la question posée tout à l'heure, oui, les sociétés du CAC 40 sont imprégnées et les unes avec les autres, elles sont toutes dans les paradis fiscaux, elles payent entre 2 et 7% d'impôts, 8 certaines, alors que les PME en payent 30, donc c'est aberrant. Mais ça, vous pouvez le faire si vous touchez au cœur les paradis fiscaux et vous touchez à ce qui est le fait que ces grandes sociétés placent tous leurs gains dans les paradis fiscaux et ne paient pas d'impôts et toutes leurs pertes en France et font des déductions fiscales. Donc c'est là que la question est mondiale. On est dans une question qui est mondiale. C'est pas seulement vis-à-vis de la Syrie, c'est vis-à-vis du fonctionnement de tout le système. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors ça ne veut pas dire que, au nom du fonctionnement de tout le système, on va dire on ne va pas toucher à tel ou tel. Chaque élément doit être touché, mais sans perdre jamais en ayant toujours en tête, sans perdre jamais le sens, que c'est vers l'essentiel qu'il faut un jour frapper, et vite, si on veut changer les choses. Parce que ce système est en train de s'effondrer beaucoup plus vite que la plupart d'entre vous le croient. Un système financier, économique, monétaire, et avec ses retombées, évidemment, militaires et policières. Donc on va prendre une autre question de la salle. Moi, Amar Benoun d'Argenteuil, moi, il y a une question qui me taraude un peu la tête. C'est Obama, il n'y a pas longtemps, avait déclaré qu'il y avait la ligne rouge à ne pas franchir quand il s'agissait des armes chimiques. Alors, cela, comment ce discours a été attendu par Bachar el-Assad, est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il l'a provoqué en faisant ça m'interroge, ça m'interroge. Moi, je ne pense pas qu'il est fou. C'est un homme responsable, c'est un dirigeant politique. Deuxièmement, on nous dit qu'ils ont des preuves, le gouvernement français. Mais qu'on nous montre ces preuves. Parce qu'à Timișoara, quand Ceausescu, il y avait le problème de Ceausescu, je me rappelle, on a déterré les morts pour nous montrer qu'il y avait un charnier. Et on a donné de l'argent à travers le secours populaire. Ça, c'est des preuves que nous avons. Sans parler de l'Irak, on nous montre la fiole, comme quoi il y avait des produits dangereux et tout en Irak. On a vu ce que ça a donné. Les États-Unis ont menti à l'humanité entière. Alors, ce que je veux dire, moi, qui a fait ces images qu'on nous montre à la télévision? Qu'on nous montre qui a filmé, qui a financé, comment, il faut qu'on sache tout ça. Alors, moi, la question, Jacques, tu as parlé, François Hollande est posé le problème de la Ve République. La Ve République est une monarchie, parce que
il va à la guerre, il ne demande pas l'autorité, il ne consulte pas, il ne fait pas voter le Parlement. Il ne le fait pas voter parce qu'on lui a donné raison. Pourquoi il ne le fait pas voter? Parce que, quand il a été élu, le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, est venu à l'Assemblée nationale, il a fait un discours de politique générale où il y a eu poursuivi d'un vote. Donc, ou alors il faut remettre en cause la Ve République. Il faut aller vers une Sixième République. Obama, par exemple, vous dites sur Obama, j'entends des critiques très sévères, mais moi je dis qu'aujourd'hui, aux États-Unis, l'opinion publique a changé. Ce n'est plus l'opinion publique de George Bush. Si c'était George Bush, avec l'opinion américaine qui était à l'époque, l'intervention serait déjà faite le week-end dernier. Alors aujourd'hui, je dis que Obama va consulter le Congrès, donc c'est ce qu'on appelle c'est démocratique. Le Congrès va peut-être lui donner l'autorisation de frapper. Le 9, c'est le 9 ou le 10, ils vont frapper peut-être, je ne sais pas. La France va suivre le 10 ou le 11 va suivre les États-Unis sur le vote américain. Ça veut dire que Hollande va s'aligner plus fort que Guy Mollet dans les années 55 sur le canal de Suez et tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement socialiste, ce n'est pas le caniche de l'Amérique. C'est plus la France, c'est plus les intérêts français. Ce sont les intérêts, ils défendent les intérêts des Américains. Voilà. Alors, pour les finances, moi je crois que Solidarité et Progrès doit avoir une politique financière pour entrer l'argent. On n'a pas cette politique financière. Je prends un exemple. Le journal, il est bien fait. Je l'ai fait part à Christine Biard, qui écrit rédactrice en chef de ce journal. Ben, il n'est pas normal que moi je découvre cette nouvelle pagination, cette nouvelle formule dans ma boîte aux lettres. Si vous voulez que je m'empare de cet outil qui est extraordinaire, ben, il va falloir nous associer démocratiquement à cette naissance. On l'a découvert. Ce n'est pas normal. Merci. Ouf! En tant que responsable politique, je me dois d'être un peu sévère vis-à-vis de cette question. Mais en tant que personne ayant de l'amitié pour celui qui l'a posée, je me dois de tempérer ma sévérité. La première erreur, c'est de se centrer sur Bachar el-Assad, se concentrer sur lui. C'est ce qu'essaye de faire toute la presse, tous les médias, en dépeignant le dictateur qu'il est. Il en est un. Sa famille est depuis 40 ans au pouvoir. Son père était encore plus dictateur que lui, on le sait très bien, et on feint tout à coup de le découvrir, ce qui est vraiment d'une hypocrisie rare. Ce qu'on a assisté, et si vous le voyez en perspective historique, c'est que tous les alliés dictateurs qu'avaient les pays occidentaux, que ce soit Milosevic, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit maintenant Bachar, tous sont écartés par les pays occidentaux eux-mêmes qui les ont admis ou sponsorisés. Alors, ça devrait attirer l'attention des gens quand même. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quels qu'ils soient, représentent, parce que dans le cas de la Yougoslavie, dans le cas de l'Irak, dans le cas de la Syrie, pour autant qu'on puisse être opposé à ces régimes, et je le suis, et si j'étais syrien, yougoslave ou irakien, je n'aurais pas vu ces régimes avec un grand plaisir, mais ces régimes avaient développé une classe moyenne, ils avaient fait un certain développement économique, et par nature, ils n'étaient pas entièrement soumis à cette accélération du financier, à cette accélération de la politique prédatrice centralisée. Et
il présentait, de ce point de vue, des points de résistance pour qui veut organiser le désordre et le chaos dans le monde. Diviser pour régner, la formule de l'Empire britannique à laquelle nous semblons avoir adhéré davantage que le gouvernement britannique, car il faut distinguer entre le gouvernement britannique et l'Empire britannique. Nous sommes plus aujourd'hui Empire britannique que le Parlement anglais. Il faut bien voir ça, bien vous le mettre dans la tête. Sans ça, vous ne comprenez rien à ce qui arrive dans ce pays. C'est très grave, très très grave. Et ce n'est pas Hollande, ça aussi c'est tort de se focaliser sur Hollande. Un césarisme pépère n'est qu'un suivisme monétaire. Alors la Syrie. L'erreur, c'est de réagir à ce qu'on montre à la télé. Parce que depuis les couveuses du Koweït, vous savez, on avait dit que les troupes de Saddam Hussein étaient rentrées dans les hôpitaux pour enfants au Koweït, avaient pris les bébés et les avaient jetés par terre. Et tout ça a été un montage, ça a été prouvé, autant que les armes de dissuasion massive. On en parle moins parce que déjà on avait utilisé les bébés. Et ces, disons, faibles occidentaux qui ne défendent pas la justice sociale, qui ne défendent pas le travail, qui ne défendent pas l'avenir, ont encore une petite réaction quand ils voient faire du mal à des bébés. Donc on leur brandit les bébés devant le visage pour qu'ils réagissent. Et un chef d'État digne de ce nom ne doit pas réagir par rapport à ce qu'on lui montre à la télévision, d'autant plus qu'il sait très bien ce qui se passe à la télévision. Je dois dire un simple cas, si vous voulez, des débats d'aujourd'hui, c'est que vous avez vu sur LCP M. Aziza. M. Aziza est un ami de M. Valls et il a été dans la délégation socialiste qui est allée en Algérie. On l'a amené bien tranquillement à Tlemcen, voir la maison et le tombeau de ses parents. Donc il y a une union dans tout ce milieu-là qui n'est pas du tout parce qu'Aziza est juif ou pro-israélien. Ce n'est pas le sujet non plus. C'est parce que c'est un milieu qui est lié pour défendre son statut et qui est, à force d'être réuni, de pratiquer cet inceste entre les médias, le showbiz, les politiques et les banquiers, ce milieu a perdu complètement le sens de ce qu'est la réalité. Et c'est ça la vérité dans notre société aujourd'hui. Maintenant, sur la Ve République, que le Parlement vote ou pas, je pense que le Parlement sera assez corrompu pour voter pour la guerre. Le Parlement anglais est relativement moins corrompu, je dois dire. J'ai toujours dit cette chose-là. On me riait un peu quand je disais ça. Parce que le Parlement anglais est encore constitué, ou plus constitué d'individualités, tant au sein du Parti libéral qu'au sein du Parti travailliste qu'au sein du Parti conservateur. Il y a encore plus d'individualités que chez nous. Encore que chez nous, je les vois apparaître. Disons bizarrement, on voit dans l'extrême gauche, Mélenchon joue un rôle utile dans ces circonstances, il faut le dire. Certains membres du Parti socialiste qui nous disent en privé tout le mal qu'ils pensent de la des décisions prises par leurs dirigeants. Certains militaires, surprise ou pas surprise, certains membres de la droite populaire, Marine Le Pen. On trouve dans tout ça une opposition curieuse, bizarre, contre cette guerre qui est une absurdité. Donc, est-ce qu'on va jeter par-dessus bord, avec un souci de pureté, chacun des membres de cette opposition? Non, on va les laisser faire, on ne va pas les encourager non plus. Mais si on va les laisser faire, et on va dire, voilà, maintenant, il faut que vous ayez beaucoup plus. Il faut que vous ayez le sens de ce qu'est la paix par le développement mutuel, ce que j'ai essayé d'amener ce soir. Quelle est la politique de l'avenir? Comment on doit la faire? Et pas penser qu'il suffit de dénoncer les coupables pour arriver au résultat. Et quant à la Sixième République, c'est vrai que le Parlement a été réuni en fonction de l'article 35 de la Cinquième République, qui dit qu'il y a une réunion du Parlement quand le gouvernement engage des forces militaires à l'extérieur, et que cette réunion est sans vote, et que c'est seulement 4 mois après, si l'engagement continue, qu'on doit demander un vote du Parlement. Mais ce vote du Parlement, compte tenu du régime des partis et de ce qu'il est, je suis convaincu que, quelque part, ce n'est pas la solution. Je préférerais qu'il y ait un vote du Parlement, mais c'est
ce qu'il demande, je trouve que c'est bien, mais il faudrait que personne n'ait pensé à un seul moment à déclarer à dire qu'il allait engager cette opération militaire. C'est ça qui est aberrant. Et ça concerne chaque individu. Donc, que peut-on faire ? Il y a eu une déchéance du césarisme, je l'ai dénoncé dans ma campagne, de la Ve République. Il faut, je pense que le régime présidentiel doit être très certainement, et je suis pour l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable des questions fondamentales. Mais il faut réhabiliter un Parlement qui doit pouvoir être vraiment législateur et contrôler les choses. C'est ce que j'ai dit aussi dans ma campagne. Et là, le moment est venu de le faire. J'appellerai pas ça ni une 5e ni une 6e République, j'appellerai ça une République. Donc, il faut reconstituer, retisser la République. Il y a un autre point extrêmement important qu'on oublie, c'est que, pour moi, il faut un pouvoir judiciaire et pas simplement une autorité. Donc, il faut que la justice soit réellement indépendante dans les conditions actuelles de l'exécutif et du législatif. Alors, on me dira, les juges ne sont pas élus, ce qui est vrai, et il faut éviter un gouvernement des juges. Mais il faut que ces juges aient une indépendance assurée et qu'on sépare le siège du parquet. C'est-à-dire que ce ne soit pas les juges qui jugent et le procureur qui requiert, qui fassent une même carrière, qui dépendent tous du garde des Sceaux. Ça ne va pas. Donc il y a des choses à changer en France, de ce point de vue-là. Alors, Hollande et Suez, oui, c'est la même chose. C'est cet atlantisme qui n'est pas servir des Américains. Et il faut beaucoup se méfier de ça. Parce que ce n'est pas servir les Américains. C'est servir ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis et qui représentent Wall Street. Obama, c'est l'homme de Wall Street depuis le départ. Les Français n'ont pas voulu le voir. Moi, oui. On ne m'a pas écouté. Ben, tant pis. Pour ceux qui ne m'ont pas écouté, malheureusement, tant pis pour la France aussi. Parce que quand on prend Geithner au Trésor, quand on prend Orzag comme au budget et qu'on prend Laurence Summers qui va remplacer probablement Bernanke si Obama reste. Ce que j'espère, c'est qu'on gagne aux États-Unis et nos amis gagnent et qu'on puisse destituer Obama. Après, on verra. Quoi ? C'est pas la fin de l'histoire, mais on veut la destitution d'Obama et on se bat pour. Glass-Steagall, c'est la destitution d'Obama, c'est la même chose. Hein. Les deux choses sont cousines germaines, je dirais, dans ce cas-là. Donc on se bat pour la destitution d'Obama, parce qu'il a représenté, dans un sens, on pourrait dire, d'un point de vue moral, pire que Bush, parce que Bush a représenté les intérêts de sa famille, les intérêts qu'il défendait. Obama a trahi les siens. Il y a cette dimension de trahison. Pas seulement de son pays, mais c'est une trahison de ce qu'il prétendait être. Donc c'est quelque chose de très grave. Parce que tous les journalistes français me sont tombés dessus pour l'avoir dit. Maintenant, ils seraient moins courageux, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas m'interroger. Et ils ne veulent pas me donner raison. Ce sont quelque part, eux aussi, ils sont embedded, comme on dit aujourd'hui, incorporés dans le système. Donc, quant à la politique financière, et on a besoin de moyens, on ne peut pas consulter, quand on fait le journal, chacun des adhérents dans le détail. Maintenant, ils peuvent protester, ils peuvent dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, mais ce journal, c'est une histoire, c'est l'histoire de gens qui l'ont produit, qui l'ont fait, c'est l'histoire de jeunes qui aujourd'hui y participent. C'est une entreprise de travail coopératif et collectif, et qui n'est jamais définitive. Ce n'est pas le journal jusqu'à la fin des temps. C'est un journal qui n'est pas fait pour... tout change dans l'univers, sauf le Glass-Steagall. C'est une blague. Tout change, sauf la nécessité de couper les manques en deux. Donc, et de combattre ces intérêts qui représentent l'oligarchie financière qui porte en elle la guerre. Comme Jaurès l'avait dit, dans ce qu'il appelait à l'époque, je crois, il avait appelé le capitalisme à un moment donné, à un autre moment, il avait dit les intérêts financiers. Donc, c'est de mettre fin à ça qui compte. Et on a besoin des moyens pour ça. Alors qu'il y ait telle ou telle critique à faire sur tel ou tel élément, oui,
ceux qui font cette critique doivent être ceux qui se battent tout le temps, qui ne prennent pas de vacances et qui sont constamment sur la brèche. Donc on va prendre une dernière question de la salle et puis ensuite je conclurai là. On va peut-être en prendre deux d'un coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi d'ailleurs pour le journal, il faut savoir que s'il évolue aussi, c'est parce qu'il y a dialogue, il y a eu des propositions et des suggestions depuis longtemps. Donc c'est aussi quand même l'émanation d'une volonté des adhérents en partie. Alors c'était où les questions? On va poser les deux en même temps. Ça marche. Donc Émilien, donc ingénieur en informatique. Ma question, c'est la résistance non violente, très bien, mais hors la loi, c'est possible. Si je n'ai pas lu toutes les propositions des maires, mais pourquoi pas faire des systèmes monétaires, créer des systèmes monétaires locaux, des systèmes monétaires au niveau local, locaux au niveau local, voilà. Et voilà. Alors, bonjour, moi je m'appelle Rémi, je suis étudiant en histoire et en journalisme. En fait, j'ai une question à vous poser, c'est concernant en fait la conquête spatiale. Durant en fait les élections présidentielles, bon, j'ai pas mal suivi les médias. Bon, je ne vais pas vous les citer, parce que vous les connaissez sûrement. On vous a souvent en fait, comment dirais-je, titillé un petit peu sur ce point, sur cette conquête spatiale. C'est vrai que sur le fond, ce que vous dites est très intéressant, mais sur la forme, comment vous comptez en fait le mettre en pratique? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je me pose, c'est que finalement, le problème de la société, quand les gens en fait vous entendent, en fait, ils ont tendance toujours à penser la conquête spatiale. Cette personne-là veut établir en fait des projets de conquête spatiale. Le problème, c'est que ce que vous dites là au niveau de la conquête spatiale, est-ce que vous n'avez pas peur que ça risque de vous nuire, de vous un peu vous ridiculiser un peu par rapport à vos objectifs que vous défendez vis-à-vis de la séparation des banques? Est-ce que finalement, ça ne serait pas un coup de pub, comme certains font, en fait, comme certains chefs de partis politiques, cette conquête spatiale que vous souhaitez en fait entreprendre? Voilà. Je n'ai pas compris la première question. C'était un tout en fait. C'était la première question. C'est finalement, c'était par rapport en fait à la conquête spatiale. Est-ce que vous n'avez pas peur en fait que finalement le fait de promouvoir cette conquête spatiale, vous n'avez pas peur que ça risque de vous ridiculiser vos idées ainsi que vous-même en fait? Vous n'avez pas compris? Oui, c'est parce que le micro est mal placé. C'est sur la contestation, mais que... disons, d'une certaine... Oui, parce que finalement, comme vous défendez tout ce que vous... Pardon. Quoi? Allô? Oui. Parce que quand on lit en fait certains, moi en tout cas de ce que j'ai vu dans les articles que j'ai vus pendant les élections présidentielles, ce qu'on ressortait souvent chez vous, c'était la conquête spatiale. On ressortait souvent des surnoms comme l'homme martien, l'OVNI, et compagnie. Donc c'est pour ça que je me dis finalement quand vous essayez de développer la conquête spatiale, puis même en plus moi j'ai vu vos participations que vous avez fait à la télévision, notamment l'émission que vous avez faite sur France, vous êtes intervenu sur France 2 où on avait tendance un peu à vous critiquer un peu sur ce point de vue-là. Comme je dis, c'est que finalement, est-ce que vous n'avez pas peur? Puis vous et moi, on sait très bien que les médias ont tendance et puis veulent d'une certaine manière, comment dirais-je, montrer un peu ce qu'ils veulent, comment dirais-je, veulent montrer ce que les gens veulent voir. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ce projet de conquête spatiale, tout comme par exemple le train que vous avez montré tout à l'heure, qui veut traverser le détroit de Bering, finalement, est-ce que vous n'avez pas peur que ça risque de ridiculiser, de discréditer voilà, le reste de vos idées en fait? Discréditer le reste. Je pense que vous avez un problème avec le micro. Est-ce que c'est pas pour discréditer en fait le reste des idées qu'on défend? Oui. Je pense que comme vous prenez au sérieux les choses, vous ne mesurez peut-être pas, et moi j'ai fait 2 ou 3 tours de France, et je mesure un peu, le discrédit dans lequel les gens tiennent les partis et les gens au pouvoir. C'est extrême. Donc les gens,
savent se faire un jugement par rapport à ce qu'ils voient. Ceci dit, ce qu'ont fait les médias dans cette campagne présidentielle, ils ont essayé de troubler le message qu'on présentait pour qu'il ne soit pas compréhensible. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Et la deuxième, ils ont mis l'accent sur l'espace en le traitant comme une chose en soi. Or, ce qu'on essaye de détruire constamment dans ce qu'on fait, c'est la cohérence de ce que nous disons. Et c'est cette cohérence qui gêne. Je vois certaines critiques, par exemple, de certains journalistes du système actuel. Alors, vous avez des critiques à l'extrême droite de comment il s'appelle, Jovanovic. Vous avez Alain Soral. Bon, vous avez les gens comme ça, de ce côté-là, avec une virulence extrême. Puis, vous avez les bons élèves critiques de la classe. Vous avez Berruyer, vous avez Gaël Giraud, vous avez Jacques Sapir, les experts, comme on dit dans la télévision. Donc vous avez ces gens-là. Aucun d'entre eux ne propose un projet, ni les uns ni les autres, un projet qui rassemble et qui unit, ce que j'ai essayé de présenter ce soir. Et ce qu'on a essayé par tous les moyens de m'empêcher de présenter. Il n'y a qu'une émission où je peux le faire, c'est l'émission de France Inter, qui a duré 50 minutes, où il y avait un expert économique, enfin un journaliste économique, mais expert économique, une journaliste sur l'espace, et un journaliste, c'était sur quoi déjà? Il y avait l'espace, l'économie, et le fonctionnement des institutions. Et là, comme il y avait des sujets réels, ça s'est très très bien passé, à entre 11h et minuit le soir. Donc, il y a un voile qui est jeté sur la réalité. C'est pas seulement qu'on m'a attaqué personnellement en tant qu'homme politique qui gênait. C'est qu'on ne veut pas que des questions rationnelles, justes, puissent être comprises par la population. La population l'a compris. Tous les gens disent, on nous en fume. Hein. Tous les gens que j'ai rencontrés. Et Lassalle, le député Lassalle que j'ai rencontré au cours de son périple à pied en France, dont tout le monde a essayé de se moquer à cause de son attitude, qui me semble une attitude que j'aurais pas eue moi-même, mais qui est intéressante, il a dit « J'ai pas rencontré au cours de mon voyage une seule personne qui soit favorable à l'intervention de la France en Syrie. » C'est intéressant. Donc, dans la presse française, parmi les journalistes, vous ne rencontrez pas une seule personne qui ne soit pas favorable à une intervention de la France en Syrie. Donc vous avez un immense gouffre qui s'est creusé entre la corporation des journalistes et la population. Ce qu'il y a, c'est que la population, ils ont réussi un coup, elle est pessimiste. Elle croit que personne ne vaut rien. Donc, un de plus qui peut être farfelu, qui peut être contestataire, qui est inclassable. Mais peu à peu, ou d'autres qui ont voté Hollande pour se débarrasser de Sarkozy, ou réciproquement. Donc, mais peu à peu, ces gens-là sont en train de discerner qu'il y a autre chose. Et c'est le moment à saisir. C'est ce moment-ci de l'histoire. C'est pour ça que j'interviens ce soir. Parce qu'il y a encore quelques mois, par exemple au moment de l'affaire du Mali, qui marchait bien au départ, les gens ne le voyaient pas. Aujourd'hui, les gens commencent à le discerner. Et c'est là que la façon dont la lessiveuse, comme a dit Sarkozy un jour, d'une campagne présidentielle, des journalistes, ne marchera plus. Et on est à un point où ce système, là aussi, dans le reflet en France de ce qui se passe dans le monde, est en train de ne plus marcher. Et comment ça se reconstituera, comment nous reconstituons les choses? Par, je dirais, les moyens plus traditionnels de la politique, qui étaient personne à personne, groupe, association, et que les idées fondamentales montent à travers ça. C'est ce qu'on essaye de faire avec les maires. Ce qu'on a réussi, puisque quand même, ici, il y a 7 maires qui n'auraient jamais pensé que ces questions les intéresseraient il y a 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, on signait cette déclaration. Il y en aura beaucoup plus. Il y en a d'autres qui ont présenté des vœux aux conseils municipaux. C'est peu à peu un mouvement qui monte. Et ces gens-là discernent bien que ce qui les intéresse dans ce que nous faisons, ce qu'on a le courage et la lucidité d'attaquer les pouvoirs en place, c'est une chose, mais surtout, qu'on a un projet, qu'on a quelque chose à dire sur ce qu'on devait faire d'autre, ce qu'ils ne voient pas ailleurs. Les gens s'aperçoivent bien, on a de plus en plus de gens du front de gauche qui s'aperçoivent que Mélenchon s'intéresse d'abord un peu trop à lui-même, et qu'ensuite, il n'a pas de projet économique qui repose sur un développement réel
de l'économie, qui ne comprend pas les questions d'énergie, qui ne comprend pas les questions de technologie, que c'est un homme intelligent, mais qui n'a pas cette forme de culture-là. Et ça, ils s'aperçoivent, les gens, que cette culture du travail humain, presque personne l'a. Et c'est ce que me disaient deux dirigeants syndicaux, l'un à la CFTC et l'autre de FO. Ils me disaient, nous, on est parfaitement conscients de ça, on est d'accord avec vous. Je crois aussi, pour répondre aussi un peu à votre question, en tout cas, quand je prends des inconnus au hasard et que je dis le mot cheminade, des gens que je rencontre ou que je croise, s'il y en a 1 sur 10 qui me sort l'espace, c'est le grand maximum en fait. C'est-à-dire que déjà c'est quelque chose de totalement éphémère qui a marché dans le rouleau compresseur. Mais surtout aussi c'est une question de, effectivement, si on est... c'est comme, par exemple, quand on faisait la campagne des maires, il y avait cette grande question des pressions, les maires qui subissent des pressions. Et c'est vrai, il y a des maires, ils vous disent, oui, moi si je parraine vous, après j'ai un tel conseil général qui va me faire chier, je vais en chier après pour avoir ma subvention, etc. Puis il y a d'autres maires, on leur demandait, vous n'avez pas peur des pressions? Ils font, bah non, moi je signe pour qui je veux, puis c'est tout, quoi. Ou aussi de la pression de la population. Et c'est-à-dire, en fait, si on se voit comme quelqu'un d'actif et qu'on s'affirme, en réalité, ce qui peut être une impression de spectateur s'efface, en fait, s'estompe. Et c'est sur ça que repose aujourd'hui je dirais les médias, c'est sur la peur en fait mentale qu'on induit chez les gens, parce qu'on est dans une société où il y a tellement peu d'audace intellectuelle qu'en fait, oula, l'espace, oula, ça fait peur, on n'est pas conforme, oula, c'est terrible. Donc voilà, après effectivement, pas refaire la réponse, mais c'est sûr que ça a été une volonté pas seulement de l'espace, mais de tout mélanger pour détruire le message d'ensemble. On va prendre 2 dernières questions, je pense, qui sont opportunes, donc qui nous viennent de Toulon et à nouveau de Nantes, et qui posent la question de ce qu'on a devant nous. Pardon ? Est-ce que tu veux répondre à la question des monnaies locales avant qu'on passe à la... Ah oui. Je comprends que des gens qui puissent se défendre prennent des monnaies locales et d'échangent de services. Mais c'est qu'un mécanisme défensif qui ne peut pas durer. Il n'a pas duré en Argentine, où c'est là où ça s'est le plus développé probablement dans le monde. Aux États-Unis, c'est très limité dans certains États. Et en France, je crois qu'il y a un sens général de l'État qui fait que ces choses-là sont bien vues comme défensives et que ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait une véritable monnaie au sens, disons, physique du terme, qui servent la production, qui servent la croissance et qui soient au niveau des États. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis pour un retour au franc, mais pas un franc habituel, je l'ai appelé un franc polytechnique. C'est-à-dire un franc qui soit réellement lié au développement physique de l'économie et en même temps à la capacité de création des citoyens. Et que des citoyens aient leur mot à dire, surtout quand ça ne les regarde pas. Donc, qu'on ait cette monnaie-là. Et cette monnaie-là ne peut pas être une somme de monnaie locale. Là, ça peut devenir une forme de manipulation pour accélérer la désagrégation des États. Jimmy Goldsmith, en Angleterre, avait promu abondamment les monnaies locales là-bas en disant qu'il ne fallait plus respecter l'État. Et ce que fait Cameron, qui lui dit il faut que les gens s'arrangent entre eux, éventuellement avec des monnaies locales, et qu'on substitue au service public le bénévolat. Donc, pour terminer, question de Jérémy de Toulon, qui est militant, qui dit « Bonsoir. Comme vous l'avez si bien dit en réponse à une question, le peuple français n'écoute pas, ou alors ce qu'il veut entendre. Le problème vient peut-être de la participation que le peuple français devrait avoir dans le système politique. Notre système actuel nous endort puisqu'il délègue tout à cette oligarchie. La preuve en est qu'aujourd'hui, selon l'opinion générale, le peuple serait contre notre intervention en Syrie. Ne faudrait-il pas soit éduquer les jeunes dans les écoles pour qu'ils s'impliquent plus, mais aussi donner plus de pouvoir au peuple français ? Et la deuxième question, donc, qui nous vient à nouveau de Nantes, de Madame Mousseau, qui demande « Que fait-on sur le terrain maintenant ?» Alors, il faut bien voir que, peut-être plus encore aux États-Unis, encore que ça prenne des formes différentes,
Nous vivons depuis les années, disons, 70, dans une politique d'abêtissement voulu de la population, et en particulier dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un sens de ce qui est créateur, de ce qu'on enseigne, de ce qui permet aux gens de trouver en eux-mêmes des ressources émancipatrices. On leur fait soit répéter ce que je dis ou répéter le programme, soit, et c'est aberrant en France, quand vous avez en classe de 6e ou de 5e des gens qui sont très en retard et ne savent pas lire, le professeur, s'il essaye de leur apprendre à lire, il a des ennuis parce qu'il ne respecte pas le programme. Donc c'est aberrant. En Norvège ou en Finlande, vous avez un second professeur qui intervient ou le même professeur qui ralentit la classe ou une éducation mutuelle entre élèves. Bref, on crée tout ce qu'il faut pour que l'école soit quelque chose de joyeux et quelque chose de coopératif. Or, en France, on a le classement, on a les notes, on a un système où on est dans la sélection de ce qui pourra le mieux servir à une oligarchie. Soit les fils d'eux, qui sont là et qui réussissent le mieux, soit ceux qui s'adaptent et qui sont encore plus brillants que les fils d'eux, parce qu'ils ne partaient pas au départ avec les mêmes ressources, qui s'adaptent et auxquels on les fait rentrer dans le système. Donc on constitue de cette façon la pyramide. Donc en effet, il faut inspirer le peuple français pour qu'il soit émancipé. Ce que disait très clairement un enseignant, je crois que c'est absolument vrai et que c'est le fond de l'histoire, la question pour le peuple n'est pas qu'il est insuffisamment informé ou qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne croit pas en lui-même, qu'il ne croit pas en ses capacités. Donc il faut lui donner ce qui éveille en lui les capacités et lui fera voir qu'il est tout aussi capable que quelqu'un d'autre. Mais ça demande quelque chose complètement à ce que disent certains aujourd'hui. Michéa, par exemple, il dit le peuple, c'est ce qui est bien, ça doit venir du peuple. Non, ça doit venir de gens qui éduquent le peuple. Et ces gens qui éduquent le peuple permettront au peuple de dire vraiment ce qu'il pense, qui lui permettront de connaître ce qui se passe, de savoir. Et là, il y a le politique doit être avant tout, je pense, un pédagogue, un enseignant, et en même temps, évidemment, celui qui oriente vers l'action. Alors, que fait-on sur le terrain? Ça, c'est l'action. Sur le terrain, eh bien, on milite, c'est-à-dire qu'on recrute. On recrute pourquoi? Pas pour un mouvement politique en tant que tel, mais pour les gens sachent se défendre eux-mêmes et qui prennent ce mouvement politique comme instrument de défense, leur instrument de défense. Donc, il y a un journal que les gens s'abonnent. Les gens, dans tout ce qu'il y a dans notre journal, les gens ne connaissent pas ce contenu-là ou ne connaissent pas notre forme de militantisme pour assurer que des idées comme celles que j'essayais de développer aujourd'hui soient connues et inspirent. Donc, le journal, la promotion du journal, c'est essentiel. Former un groupe politique, être capable de soutenir ceux qui vont se présenter à des élections, donner les moyens financiers de continuer. Vous devez savoir, par exemple, que vous prenez des mouvements politiques qui existent. Vous avez vu une certaine apparition de Dupont-Aignan qui est couvert dans la presse, par exemple, ou d'autres choses. Bon, il est député de hier, et moi, il m'a dit, quand je l'ai rencontré, hier, c'est dans l'Essonne, hein, moi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, en 2012, non, c'était en 2007, 2008, enfin quand il y a eu l'élection, en 2007, il m'a dit, moi, je voterai au second tour pour Sarkozy et je dirai, parce que je ne veux pas qu'il présente un candidat contre moi dans la circonscription. Donc, si vous commencez à avoir ces raisonnements-là, vous finissez par soutenir Robert Ménard à Béziers. Donc, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire avant-hier. Donc, bon, voilà. Et l'argent, il l'a. Parce que quand on a une mairie et qu'on a une chose comme ça, ils prétendent n'avoir aucun argent, on a quand même une base de départ. Puis on a aussi une base idéologique de gens qui sont dans ce même courant. Nous, on se situe à un niveau où ce qu'on regroupe et ce qu'on rassemble, c'est quelque chose qui n'obéit pas à une tradition, qui obéit à quelque chose qui va vers le futur. Et dans un sens, c'était pendant les premières années de Gaulle à Londres. Alors vous direz, nous, on a été beaucoup plus d'années sur la brèche, c'est vrai, mais on a constitué quelque chose dans laquelle on a réussi, sur 2 ou 3 points, à avoir une influence dans la politique française. Si les drogues n'ont pas été dépénalisées stupidement, c'est par toute la campagne qu'on a fait contre les responsables du trafic de drogue dans le monde.
Si le Glass-Steagall est discuté comme il est discuté, si les gens ne sont pas satisfaits de ce qu'a fait le gouvernement, c'est parce que nous avons, comme on dit, donné le branle. Parce que si vous regardez, moi j'ai écouté l'autre jour, j'ai passé 2 ou 3 heures, je me suis infligé ce pensum à écouter Berruyer, qui encore Sapir dans une certaine mesure, moins, Berruyer, Sapir, Lordon, Plion, tout cela. Et je peux dire que ça m'a confirmé ce que je pense de certains Français. Ce sont des pompeurs. Ils pompent. Ça pompe énormément. Et ils répètent des choses, nous l'avons dit auparavant. Évidemment, ils donnent des ornements, comment on dit, des rubans, c'est bien présenté, c'est bien dans le système, mais c'est la critique et c'est pas quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est pas leur place. Ils sont des experts, un peu comme on voyait les experts pendant la guerre du Golfe. Vous voyez tous ces militaires venir, excusez-moi, mais plus partisans du système les uns que les autres, et dire leur commentaire des opérations en s'inscrivant dedans. Cela commente leur critique du système en s'inscrivant dedans. Donc, si vous ne faites pas un projet, c'est que vous n'êtes pas dedans. Donc, il faut militer pour ce projet. Donc, maintenant, si cette question m'a été posée, il faut aussi vous parfaire vous-même. C'est-à-dire qu'il faut lire, il faut devenir plus intéressant, il faut approfondir les idées, il faut faire tout un effort qui est parfois difficile, pénible, mais qui est ce par quoi on peut devenir responsable parce qu'on a connu l'histoire, on a connu la philosophie, on a connu la musique. Vous savez, j'en discutais avec quelqu'un d'important qui l'a reconnu et qui lui-même n'a pas ce défaut et n'a moins d'excuses, très proche de Hollande. Donc je lui ai dit, aucun président de la République en France, les présidents de la République ont une formation historique, relative, une formation littéraire, certainement, mais aucun n'a une formation militaire depuis De Gaulle, aucun n'a une formation philosophique, même De Gaulle ne l'avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'il avait besoin de Malraux des fois, aucun n'a une formation, et c'est peut-être pas le meilleur pour le faire, mais ça c'est une autre histoire, aucun n'a une formation artistique musicale, et aucun n'a une formation ni philosophique, ni artistique musicale, ni scientifique vraiment. Donc, il n'y a pas de formation sur ce qui est fondamental. Et quiconque n'a une formation que histoire et littéraire et sociale ne sera pas prêt au moment décisif de l'histoire. Et De Gaulle avait eu la chance d'avoir un père, c'est sa grande chance, qui était tout à fait à droite et Dreyfusard. Et quand vous arrivez dans ces ambiguïtés, dans ces contradictions, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Il vaut mieux être tout à fait à droite et Dreyfusard dans cette période de l'histoire que d'être à gauche, anti-Dreyfusard, et faire partie de l'Union sacrée en 1914. Merci. Merci à tous. Voilà. Mais ceux qui applaudissent, c'est pas gratuit. Voilà, donc... Celui de vous-même. Effectivement, si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez faire un don. Si vous n'êtes pas encore adhérent, vous pouvez adhérer. Si vous avez peur d'adhérer, vous pouvez vous abonner au journal 6 mois d'abord. Voilà, mais en tout cas, le meilleur étalon de mesure, et également pour toutes les personnes qui ont posé des questions par Internet que j'ai pas pu poser, même s'il y en avait beaucoup d'intéressantes. Continuez à chercher la réponse à vos questions, mais surtout, en fait, sortez de chez vous pour essayer de transmettre ce que vous savez. Passez à l'action, et c'est là que vous trouverez peut-être pas la réponse à votre question, mais plus de questions et plus intéressantes à vous poser. Voilà, donc c'est ce qu'on a à faire tous devant nous. Merci.